Bonsoir. Nous allons parler ce soir de la personne en situation de vulnérabilité et plus particulièrement une des vulnérabilités qui nous touche le plus, c'est d'être en face de la mort. Et vous dirigez ici un institut de soins palliatifs, enfin un endroit de soins palliatifs. Les personnes qui arrivent en fin de vie se posent une des questions, ils viennent avec ce qu'ils sont, dans leur histoire personnelle. Ils ont des réactions particulières. Ma question va être d'abord au philosophe, on n'est pas totalement transparent par rapport à soi-même. En d'autres termes, parce qu'on n'est pas complètement transparent à soi-même, on ne sait pas qui on est dans notre histoire, est-ce qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir découvrir ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et plus particulièrement dans les situations de vulnérabilité profonde. En d'autres termes, je ne peux pas simplement décider moi-même, certes je peux, mais en même temps j'ai besoin que l'autre m'aide à découvrir peut-être ce que je veux au plus profond de moi-même. Que pense le philosophe? Le propre de la non-transparence, c'est que d'une certaine manière, notre identité personnelle nous est cachée et que nous n'accédons pas à nous directement et que nous ne pouvons donc pas nous dire non plus directement aux autres. Nous avons besoin de prendre du temps, c'est-à-dire le temps d'une histoire racontée. Cette histoire racontée, c'est notre propre histoire, c'est le temps de notre vie que nous transmettons et dont nous faisons mémoire, d'abord pour nous-mêmes et ensuite pour l'autre, afin de nous connaître. Autrement dit, il y a un détour pour accéder à nous-mêmes. Vous disiez, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes, nous sommes pris comme dans une espèce de grisaille. Un philosophe français parle d'un soi ou d'un sujet comme blessé, raison pour laquelle il n'est pas transparent. Et donc, pour accéder à soi, comme le disait Platon bien avant, il faut emprunter ce qu'on appelle la navigation longue, c'est-à-dire celle des récits. Et le premier des récits, c'est celui de notre vie. Alors évidemment que nous tournons autour de nous-mêmes en nous racontant. Nous pouvons nous raconter des histoires aussi, donc il y a une part de fabulation. Mais ce qui me semble important, c'est de prendre en considération le fait que nous n'accédons pas à nous-mêmes, sinon par un récit, et par un récit qui implique notre imagination, c'est-à-dire une forme de construction de notre identité, mais identité qui ne doit pas être pensée comme une identité factice, comme une fabulation, mais comme le seul moyen d'accéder à nous-mêmes. Ce moyen d'accéder à nous-mêmes, c'est donc l'histoire racontée, l'histoire transmise, qui nous révèle à nous-mêmes que nous sommes des sujets pris dans la temporalité, des sujets qui ont besoin du langage, mais dans le langage, il faudrait inclure aussi l'expression du corps, il faudrait inclure également la musique, et pourquoi pas aussi une forme de silence. Eh bien, avec toutes ces médiations, parce que c'est de cela dont il s'agit, nous n'allons pas à nous-mêmes directement, sinon par une médiation, eh bien, nous arrivons finalement à approcher notre identité. Et cette identité, nous ne l'approchons pas comme une flèche qui rejoindrait sa cible, nous l'approchons, j'allais dire presque selon un mouvement un peu circulaire, qui est celle de variation de regard sur nous-mêmes, le regard que nous prenons sur nous-mêmes à différents moments de notre vie, quand nous les remémorons, et puis également le regard que les autres posent sur nous, et qu'ils voient des choses de nous que nous ne savions pas ou que nous ne voyions pas. Et donc, ce qui veut dire que nous avons besoin à la fois de temps pour faire le tour de nous-mêmes, j'allais dire, et besoin des autres pour nous voir, j'allais dire, de tous les côtés de notre existence, et peut-être même voir ce que nous ne savions pas y voir. Autrement dire, rendre notre épaisseur de sujet moins plate qu'elle peut nous apparaître parfois quand on fait retour sur notre vie. Et j'imagine que dans les cas de vulnérabilité comme celle de la maladie d'Alzheimer, comme celle du vieillissement qui affecte les facultés cognitives, dans le cas même d'aphasie, la perte du langage et d'autres facultés, eh bien alors c'est l'autre, c'est le témoin, l'épouse, l'ami, l'enfant, etc. Mais ça peut être aussi le corps médical proche, quand il y a une approche humaine de la personne qui souffre, qui va alors nous aider à nous reconstituer, alors que nous avons traversé une rupture qui est celle de la vulnérabilité, plus ou moins radicale, qui est celle de gens s'approchant de la mort ou affectés par une maladie qui peut mener à la mort.
Est-ce que vous pensez que le corps, à un moment donné, lorsqu'il y a de la grisaille, c'est-à-dire lorsque la personne a perdu en partie, voire presque totalement, la possibilité d'exprimer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle désire, est-ce que vous pensez que l'approche par rapport à un corps qui exprime quelque chose, et donc que l'entourage, on viendra après au médecin, l'entourage va essayer de décrypter sa signification. Est-ce que vous pensez que c'est une piste qui pourrait être suivie? Explorée. Je pense que oui, mais ça, le praticien y répondra mieux que moi. Je pense qu'on peut prendre le corps comme un texte, en tout cas donc comme un signifiant, c'est-à-dire comme un signe qui nous est adressé, qui nous parle silencieusement. Il faut savoir le décrypter, il faut savoir le lire. Donc il y a une question de formation, j'imagine, qui présuppose un regard possible sur le corps comme parole donnée, comme parole offerte, comme sens qui se présente au médecin, comme sens qui se présente à la société, et que l'on doit prendre en compte parce que peut-être le corps dit des choses que le langage parole dite ou l'écrit, ne peut pas dire comme lui. Parce que le corps ne peut pas faire autrement que vivre, et que sa parole, c'est la vie. Et que c'est ça que nous devons apprendre à écouter. Merci bien. Je me tourne maintenant vers le médecin. Avec votre expérience, très longue expérience que vous avez dans la situation concrète, est-ce qu'à un moment donné, c'est aussi quelque chose que vous mettez en place par rapport à une reconstruction de ce que vous avez déjà mentionné, reconstruction d'un puzzle, même s'il n'est pas dans la totalité du puzzle, mais en partie? Et quelle est la place que vous octroyez à l'entourage de la famille, de la personne qui est dans cette situation du mourir? Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est là où la clinique rejoint la philosophie, ou la philosophie rejoint la clinique, parce qu'on a vraiment un point commun par rapport à la vision de l'existence du je. C'est qu'il n'existe que parce qu'il y a un tu, et il n'existe que parce qu'il y a un nous. Et puis ce nous, c'est la collectivité, c'est la famille, c'est les proches. Les proches ont une place importante en soins palliatifs parce qu'ils sont aussi témoin de la vie de quelqu'un. Alors, quand cette personne peut s'exprimer, elle peut que compléter le récit de cette personne en y mettant des teintes différentes, ce qui donnera un puzzle plus coloré ou plus teinté. Par contre, quand la personne ne peut pas s'exprimer verbalement, quand elle a un déficit cognitif, quand elle est aphasique, quand il y a une dégénérescence qui permet pas à cette personne de pouvoir dire vraiment ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle attend de la vie, ses espoirs. Il nous faut des témoins. Il nous faut des personnes qui soient proches de cette personne, des personnes qui ont cultivé au fil du temps des moments communs. Et ces moments communs, il faut que nous puissions les récolter. Alors, c'est tout le travail d'une équipe interdisciplinaire, parce que la famille, pour autant qu'on lui laisse la place, a un rôle important à jouer. Et la récolte de ces moments-là constitue ces différentes pièces du puzzle qu'on peut rassembler au fil du temps, si la situation nous le permet. Si la situation nous le permet. Donc il faut laisser du temps au temps pour pouvoir reconstruire l'histoire de cette personne grâce aux témoins de l'environnement. Voilà, alors idéalement oui. Tout dépend à quel moment où la personne atteinte dans sa santé arrive à l'unité. Si elle arrive vraiment très tardivement, c'est très très difficile de pouvoir faire cette approche constructive. D'où le fait que les soins palliatifs doivent intervenir assez tôt aussi. C'est pour qu'on puisse amener ou contribuer à la qualité de vie des gens plus tôt dans la maladie, non pas simplement à la fin, pour que tout d'un coup, à la fin, le sens de la vie arrive et puis donne sens à tout le monde. Non. L'idée, c'est que ça puisse se faire en construisant au fil du temps. Vous parliez aussi de résonance. Vous pourriez expliquer un peu davantage cette dimension? La résonance d'une souffrance
quand quelqu'un est meurtri dans son corps, quand quelqu'un vit avec je dirais, des pertes, avec quelqu'un qui est dans un corps souffrant, est dans un corps souffrant ou est un corps souffrant, forcément que ça crée une musique, une énergie différente. Et cette énergie, elle émane de cette personne-là. Pour qu'elle puisse exister, il faut qu'il y ait une réception de cette énergie, d'où le fait de la résonance. Et à partir de cette rencontre entre le soigné et le soignant, il y a forcément une transmission et une résonance. On peut l'appeler, en termes plus cliniques, empathie. On peut l'appeler résonance aussi, parce que justement, on doit ressentir quelque chose. Et c'est à partir de ce ressenti-là qu'on peut accompagner l'autre, c'est-à-dire le rejoindre là où il en est, pour faire chemin commun dans sa souffrance ou dans ses joies. Comment est-ce que vous concevez dans la relation avec autrui la notion d'autonomie du sujet? L'autonomie est un terme très large qui veut dire beaucoup de choses. Nous la concevons surtout par rapport à l'histoire de la personne. Et cette histoire-là, elle dépend du lien qu'elle a avec d'autres personnes. Et ces personnes-là peuvent être témoins, peuvent enrichir. Nous sommes en fait tous des codépendants plutôt que des autonomistes. L'autonomie pure, elle est très risquée. Elle est très risquée parce que ça veut dire qu'on a besoin de personne. Alors qu'on a toujours besoin de quelqu'un. Et c'est dans ce sens-là que je le vois, l'autonomie. Merci. Que pense le philosophe pour terminer? Le philosophe. Par rapport à l'autonomie. Le philosophe acquiesce complètement. Vous mettez des mots, vous mettez des exemples ou des intuitions sur des mots que la philosophie a essayé de dégager durant tout le XXe siècle. Dans le fond, il ne faut pas partir d'un je pour aller à un nous, parce que nous n'arrivons jamais à créer un nous à partir d'une unité qui ne serait pas ouverte. Il faut partir du nous. Il faut partir du nous, et c'est à l'intérieur de cette communauté de nous que le je peut trouver alors le moyen de se trouver lui-même, ça ne veut pas dire de se créer, de se trouver lui-même et de se trouver avec les autres et par les autres. Donc il faut repenser d'une certaine manière le statut de l'identité personnelle à partir du nous, du concept de nous, donc d'une dimension, j'allais dire, de société, une dimension de communion de la personne humaine, plutôt qu'à partir d'une identité personnelle conçue comme un individu qui n'arrivera jamais véritablement à s'ouvrir à la multiplicité. Donc, identité personnelle veut dire, dans le cadre présenté par le docteur Quentin, communion des hommes entre eux, pour que chacun puisse, par le regard posé sur l'autre, s'enrichir, non pas travestir, non pas défigurer, mais bien au contraire, configurer, refigurer, comme le dit Paul Ricoeur, pour se trouver véritablement, non pas purement transparent, mais peut-être moins pris dans cette grisaille qui nous caractérise. Merci beaucoup. Merci beaucoup.